Bonjour et bienvenue à ce vidéocast dédié à la noyade. Aujourd'hui, nous recevons Florent Martel de Vive Ambulance. Florent, je te laisse te présenter. On se tutoie parce qu'on se connaît assez bien. Je te laisse te présenter rapidement, Florent. Ouais, bonjour et merci pour l'invitation. Florent Martel. Moi, je pilote l'organisation de formation au sein de Vive Ambulance pour déjà former, maintenir les acquis de nos professionnels de santé, mais aussi à l'intérieur du groupe et pour nos adhérents, les former essentiellement aux formations grand public, secourisme, gestes et posture, santé mentale, et j'en passe et les meilleurs. Alors aujourd'hui, la thématique de notre rencontre concerne la noyade. Donc, comment y faire face, comment prévenir, comment agir aussi en cas de problème. Quels sont, par rapport à la noyade, notamment des enfants, quels sont les chiffres qui nous alarment? Comment est-ce que ça se déroule? Où est-ce qu'on peut se noyer? Donc, quels sont les chiffres que tu as, toi, de ton côté, récoltés? Simplement, hein, j'ai été récupérer des chiffres sur Santé publique, France, pour avoir quelque chose de concret. C'est les chiffres de l'année dernière. Juste pour rappel, la noyade fait partie des accidents de la vie courante, au même titre que les chutes, les brûlures, les intoxications, etc. Mais la noyade reste une cause majeure de mortalité et d'hospitalisation chez l'enfant, particulièrement. Les adultes se noient aussi, bien évidemment. Donc parmi eux, la noyade est l'un des plus graves. Okay, et dans les chiffres de l'année dernière, qui restent alarmants. Et juste pour rappel, les stats sont pris sur un créneau du 1er juin à fin septembre. Voilà. L'année dernière, c'était 1418 noyades. Et bon, l'idée reçue qu'ont les gens en général, c'est que 1418 noyades recensées égale 1418 morts. En fait, non, et on expliquera pourquoi par la suite, mais sur ces 1418 noyades recensées, 409 décès, donc 29%, ce qui est énorme, plus 14% de noyades par rapport à 2024. Donc, durant l'été 2025, chez les enfants particulièrement, 27% des noyades ont concerné les moins de 6 ans, 16% ont concerné les 6-17 ans. Donc, les enfants restent une population très exposée, notamment par manque de surveillance ou méconnaissance du danger, mais ça, encore une fois, on va pouvoir en reparler par la suite. Donc, pour les chiffres, on commence déjà à en parler alors qu'on n'est pas le 1er juin. C'est-à-dire que là, déjà, même quand on écoute la radio, quand on regarde la télé, quand on est sur nos différents médias, on commence là de plus en plus avec les beaux jours, à entendre parler que les premières noyades arrivent. Parce que forcément, il fait super beau, il fait super chaud, donc les gens vont se baigner, s'explosent. Et ça permet justement d'aborder le sujet là tout de suite, les endroits où on peut se noyer. Je ne sais pas si tu es d'accord. Oui. Et de dire aussi que chez les plus jeunes, il ne faut pas forcément une très grosse quantité d'eau pour se baigner, chez les nourrissons et les enfants en bas âge. Donc les endroits où on peut se noyer en général, c'est les piscines familiales. C'est un lieu à risque, surtout sur les plus jeunes. Dans les stats, on a les moins de 6 ans. Un enfant peut rapidement se noyer, donc s'il n'y a pas de surveillance. Et je le dirais même tout de suite, et je le rappellerai, je pense, plus tard aussi, que en fait, la plupart du temps, une noyade, ça fait pas de bruit. Alors qu'on peut être une dizaine à jouer dans une piscine privée pendant qu'une personne est en train de se noyer sous nos pieds. Donc finalement, toujours quelqu'un à l'extérieur pour regarder en fait ceux qui s'amusent dans l'eau, quoi. Donc ça, c'est hyper important. Les piscines publiques, même si on a de la surveillance, parce que il y a du monde dans cette piscine, risques liés à la fatigue, les plongeons aussi, il y a le trauma, le fait de plonger, se cogner la tête sur le bord de la piscine, forcément perdre connaissance et respirer dans l'eau, égale noyade. Le malaise, et surveillance relâchée. Même si là, en général, on a des gens qui sont formés pour surveiller. On a la mer et les océans, qui était un peu l'actualité de ce week-end parce qu'il a fait très beau. Le danger, principalement, c'est les baïnes et les courants qui peuvent entrer rapidement au large. Donc souvent, là, c'est une noyade liée à la fatigue parce que tu essayes de lutter contre un courant qui est plus fort que toi. Les vagues, qui sont très puissantes, plus fortes qu'un adulte. L'épuisement et souvent le choc thermique aussi. On reste étalé sur une serviette
exploser au rayon du soleil, à chauffer à 30-35 degrés et puis directement entrer dans l'eau à moins de 20 degrés. Donc là, surtout dans ces périodes, en fait, les périodes du printemps, là, où en fait l'eau en Atlantique ou en Méditerranée elle reste fraîche, voilà, à 16-17 degrés, on n'est pas en fin du mois d'août, et le choc thermique peut être beaucoup plus important, en effet. Alors, on dit pas qu'il faut pas le faire, hein. On dit qu'il faut le faire progressivement, hein. On ne peut pas passer d'avoir chauffé à 35-40 degrés à entrer dans l'eau à 19 degrés comme ça. Donc, il faut y aller progressivement, forcément. Un endroit où il y a vraiment beaucoup de dangers, c'est tout ce qui est lac, étang et plan d'eau. Là, l'eau est foncée, en plus souvent, donc c'est très trompeur, hein, les profondeurs brutales, la vase, les algues, l'eau froide, encore une fois. Et puis là, clairement, c'est l'absence de surveillance. Rivières, fleuves, canaux. Là, c'est des milieux aussi particulièrement dangereux. Les courants sont invisibles. Il peut y avoir des choses qu'on ne voit pas aussi sous l'eau, rochers, puis tout ce qu'on trouve aussi au fond de l'eau. Hein. Quand tu vois tous ceux aujourd'hui qui pêchent à l'aimant, quand tu vois les carcasses métalliques qui sont capables de sortir du fond de la flotte qui finalement qui vont te blesser. Les aspirations, les variations de profondeur, donc ça c'est des lieux associés souvent à des noyades graves. Hein. Et puis après, pour revenir, il y a les domiciles. Hein. Quelques centimètres d'eau suffisent, ça c'est clair. Là, je reviendrai surtout enfants, donc nourrissons et jeunes enfants, baignoires, bassines, seaux, pataugeoires. Truc qui est aussi courant aujourd'hui, c'est spa et jacuzzi, bassin décoratif. Donc là, un bébé, clairement, peut se noyer dans quelques centimètres d'eau s'il ne peut pas redresser la tête. On attend aussi, quand on est nourrisson, on manque de tonicité des cervicales, donc où la tête a des difficultés à se relever. Quoi. Voilà pour un peu les lieux et les dangers, et pourquoi il y a des dangers. En fait, dès qu'il y a de l'eau, il y a un risque. En gros, noyade, c'est ce qu'il faut noter. Parce que, tu le dis, un seau. Alors, en fait, jouer avec un seau d'eau, je n'imaginais pas que juste un enfant qui joue avec un seau d'eau peut se noyer. Pourtant, on fait ça de temps en temps. Quand on a pas une piscine ou un truc comme ça, il y a un seau d'eau, il patauge avec, il joue, on ne fait pas forcément attention et c'est là que le problème peut arriver. Ouais, la santé publique le dit très bien. Hein, là, c'est vraiment la plupart du temps un manque de surveillance. Et après, sans culpabiliser aussi les parents, les grands-parents, enfin ceux qui surveillent, c'est qu'en fait, on ne peut pas s'engager, c'est impossible de s'engager à être vigilant 100%. Quoi. C'est très compliqué. Quoi. Oui. Et les accidents domestiques qui arrivent sont la plupart du temps pas en lien avec des parents qui sont de mauvais parents. Hein. C'est qu'être vigilant à 100%, c'est compliqué. Et puis on sait, on a son gamin qui a 12 ans, 14 ans, on a la piscine depuis toujours à la maison, il sait très bien nager. Et puis comme il sait très bien nager, on va le laisser en fait se baigner tout seul. Et puis en faisant des sauts, en faisant un peu le foot sur la piscine, on se cogne la tête, on perd connaissance dans l'eau et puis ça arrive comme ça. Hein. Ouais. On a aussi des cas de jeunes et d'adultes qui sautent de falaises, qui sautent de ponts, etc. Parce que c'est joli, parce que c'est instagrammable, mais c'est là aussi très dangereux. On ne sait pas toujours la profondeur de l'eau, et donc il y a quelques cas aussi qui sont identifiés chaque année là-dessus. Ouais. Alors comment est-ce qu'on reconnaît une noyade? Parce que tu disais que c'est silencieux dans comment est-ce qu'on reconnaît une noyade? Après, il n'y a pas vraiment le stéréotype, si tu veux, de ce qu'on peut voir dans les films, quoi. Tu vois, la personne qui s'agite, les bras en l'air, même ceux qui sont formés, les CRS, tu sais, les sauveteurs qu'on voit sur les plages avec les jumelles en haut de leur chaise, là, ils cherchent pas que les bras qui se secouent, quoi. Ils cherchent un peu tous les signes qui pourraient leur faire penser qu'il y a quelqu'un qui est noyé ou qui est en train de se noyer. Et on va voir même que finalement, il y a même des fois des signes qui s'opposent, hein, parce que les réactions sont complètement différentes, quoi. Mais je rappelle quand même que la plupart du temps, c'est quand même un truc qui est silencieux. Contrairement aux idées reçues, je dirais qu'une noyade, elle est peu spectaculaire. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'elle soit silencieuse. Et les signes d'alerte chez une personne qui est en train de se noyer, ça sera plutôt, ça pourrait ressembler à quelqu'un qui a la tête basse dans l'eau, la bouche au niveau de la surface, une difficulté ou impossibilité d'appeler à l'aide.
des mouvements désordonnés ou les bras qui battent dans l'eau verticalement, donc finalement ce qu'on voit plutôt dans les films et les séries. Un regard fixe, plutôt paniqué, ça souvent chez les enfants. Voilà, c'est cette sensation de ne pas pouvoir contrôler et tout passe par le regard. Les tentatives de rester à la surface sans avancer, respiration rapide, haletante ou voire absente, un corps vertical, les jambes peu actives, ça c'est un signe aussi, et puis ça peut être aussi une disparition brutale sous l'eau. Et chez les enfants, encore une fois, je rappelle, c'est hyper important, hein. Ça peut être très discret, hein. Parfois aucun cri, simplement un enfant immobile qui coule, quoi. Il coule comme une pierre, hein. Et encore une fois, je le dis, hein, on peut avoir quelqu'un qui est en train de se noyer sous nos pieds pendant qu'on est en train de jouer dans une piscine, hein. Ça, ça arrive très souvent, hein. Mais Il faut avoir cette vigilance et se surveiller finalement les uns les autres, et surtout surveiller les enfants, parce que ça, c'est eux, ils vont pas se surveiller entre eux de toute façon, donc même s'ils jouent entre eux, il faut qu'il y ait un adulte forcément qui soit là, toujours. Ouais, parce que la noyade, tout simplement aussi, c'est de l'eau qui passe pas au bon endroit, hein. L'eau, elle ne doit pas passer dans les voies respiratoires, et c'est ce qui arrive, hein. Ce qui doit rentrer dans nos poumons, c'est de l'oxygène, hein, pour alimenter le cerveau. Ouais, exactement. Donc c'est vraiment la définition de la noyade, c'est l'immersion et la submersion par un liquide. Donc là, pour le coup, c'est de l'eau, hein, qui empêche d'avoir une respiration normale. Et c'est le manque d'oxygène, hein, qui va entraîner un arrêt respiratoire. C'est pas le fait d'inhaler de l'eau, hein. Et de toute façon, on sait que c'est un réflexe chez nous, hein. Quand un liquide ne passe pas au bon endroit, le réflexe de notre cerveau, c'est de nous faire tousser pour le faire partir de l'autre côté finalement. Donc la noyade, hein, elle peut être non mortelle si la victime survit, mais elle peut avoir des séquelles parce que manque d'oxygène pendant un temps, hein, du cerveau, mais peut être mortelle, hein, si la noyade entraîne le décès. Donc voilà, c'est vraiment bien rappeler ces choses-là. C'est pas parce que on n'a pas été jusqu'à l'arrêt cardio-respiratoire qu'il peut pas y avoir aussi des conséquences. Voilà. Et donc, en cas de noyade, quels sont les réflexes à avoir? Alors, par celui qui se noie, mais surtout par ceux qui voient la personne se noyer. Quels sont les gestes à pratiquer avant l'arrivée potentiellement des secours? Est-ce que tu as des techniques qui existent? Déjà, c'est alors, tous ceux qui vont écouter ce vidéocast et qui ont fait au moins une fois dans leur vie une formation secouriste, ils vont se souvenir du credo du secouriste, tu sais, alerter, protéger, secourir. Il y a une chronologie différente, bien entendu, en fonction de la situation dans laquelle je me trouve, mais là, c'est se protéger avant tout. Parce que un sauveteur en difficulté, ça va être la seconde victime. On est d'accord là-dessus, hein. Mais le réflexe immédiat, ça va être déjà de garder son calme. Si je suis un sauveteur isolé, ça va être quand même d'appeler à l'aide, hein, de suite, hein. Alors, appeler à l'aide, c'est pas forcément dégainer un téléphone, c'est crier au secours à l'aide, hein. C'est ameuter finalement dans son premier périmètre, hein. Un truc qu'on m'avait dit moi quand j'étais jeune secouriste, c'est et ça je l'ai retenu, c'est hyper important, c'est je dois être le moins longtemps possible un sauveteur isolé. Donc en fait, crie, ameute autour de toi. Ça va faire peut-être venir quelqu'un et tu vas mieux gérer la situation finalement parce que d'un cerveau, on passe à deux cerveaux pour réfléchir et là on va être plus performant parce que se trouver face à une victime, forcément ça crée du stress et de la peur, hein. Donc le risque de perdre potentiellement d'autres secouristes, potentiellement des professionnels, potentiellement tout ça. Ouais, exactement. C'est jamais. Donc appeler à l'aide, évaluer si on peut intervenir sans danger parce que il y a ça aussi, hein. Puis on a le droit d'avoir peur d'y aller aussi, hein. Ça faut le rappeler aussi, hein. Je m'y jette pas si je me sens pas capable ou si j'ai trop peur, hein. C'est pour ça déjà que crier au secours à l'aide ça va être important parce que la personne qui va peut-être débarquer, elle va c'est pas avoir plus de courage que moi, c'est se sentir plus capable. Okay, et peut-être que ça va pouvoir se faire à deux finalement aussi. Okay, et si possible tendre un objet flottant, une bouée, une perche, une corde, une planche, un vêtement. Privilégier les secours à distance plutôt que de rentrer dans l'eau. Mais ça, en général, c'est on trouve ça dans les endroits où c'est prévu, quoi. Sur un bateau, sur les ports, tu vois. Bon, après, bien sûr, voilà, où il y a des baignades surveillées. Mais sinon, toi, autour de ta piscine privée, par exemple, une perche, parce que
tu as l'épuisette, tu as la perche de l'aspirateur peut-être, voilà, qui peut t'aider aussi d'être un outil pour amener quelqu'un jusqu'au bord. Donc ça aussi, on peut insister là-dessus, c'est de privilégier en fait le secours à distance plutôt que de rentrer dans l'eau. Après, il faut aussi se dire que la personne qui est en train de se noyer, agitée, quand toi tu arrives, tu es la bouée, hein, et elle va très bien s'agripper à toi. C'est-à-dire qu'elle peut aussi t'entraîner dans la noyade. Donc voilà, attention à ça aussi. Donc ça, c'est vraiment les premiers réflexes. Et après, bon, quand on a réussi à évacuer la victime, voilà, c'est aussi alerter ou faire alerter rapidement les professionnels. Hein. Donc les numéros qu'on connaît, si tu veux qu'on les rappelle, c'est au moins déjà tu as le 112, hein, les numéros d'urgence européens, tu as le 15 et le 18, hein, qui sont le 15 le SAMU et le 18 les pompiers. Bon, je rappelle aussi que tu as le 114, il est important de rappeler, pour les sourds en malentendants. Tu peux faire un appel texté ou sur l'application 114, faire un appel visio pour les personnes qui signent. Et après, en mer, tu as le 196 aussi. Ce sont les secours spécialisés locaux. Et bien sûr, rappeler que dans ton message, te présenter, te localiser, la priorité. Et après, nombre de victimes, l'état de la victime, par exemple, est-ce qu'elle est consciente ou non. Éventuellement, si on a une notion de secourisme, parce qu'on a fait quelque chose sur la victime, inconsciente ou consciente, hein, qui respire ou non, est-ce qu'on est en train de faire des gestes secouristes et si, bien sûr, c'est évident, est-ce qu'on l'a sortie de l'eau ou est-ce qu'elle est encore immergée, quoi. Ouais. Donc il y a bien deux étapes. La première étape, le réflexe à avoir, c'est aider la personne qui est dans l'eau, aider la personne qui est dans l'eau à sortir. Et ensuite, une fois qu'elle est sur la terre ferme, est-ce qu'il y a des gestes particuliers à pratiquer sur la personne une fois qu'elle est sortie de l'eau? Ouais, donc ça, c'est vérifier son état, vérifier l'état de la victime. Une fois sortie de l'eau, hein, bien entendu. Est-ce qu'elle est confiante? Est-ce qu'elle parle? Est-ce qu'elle réagit? Est-ce qu'elle respire? Hein, donc, est-ce que le thorax se soulève? Est-ce qu'on a un souffle? Mais bon, ça, c'est délicat d'en parler vraiment précisément maintenant parce que je ne sais pas ceux qui vont regarder le vidéocast, est-ce qu'ils ont déjà suivi une fois dans leur vie une formation de secourisme, donc est-ce qu'ils ont déjà des points de repère pour gérer une victime inconsciente qui respire ou non, ou consciente, hein, peu importe, ou est-ce qu'ils n'ont jamais suivi de formation. Donc là, ce que je pourrais leur raconter va être un peu compliqué à comprendre, quoi. Okay, mais dans un premier temps, pour les enfants, c'est pas différent en fait pour les enfants. Si, il y a peut-être une approche particulière pour les enfants, je sais pas. Non, c'est la même approche. Après, si là on devait parler à réanimation, peut-être qu'on pourrait aborder des thématiques différentes à gérer, à prendre en compte bien sûr sur l'enfant, sur l'adulte, l'enfant ou le nourrisson. Mais sinon, globalement, une victime, c'est une victime. Donc, il faut bien vérifier si elle est consciente ou non. Et si elle est inconsciente, est-ce qu'elle respire ou non? Parce que le geste que tu vas mettre en place derrière, si elle est inconsciente qu'elle respire, forcément, ça sera la PLS, la position latérale de sécurité. Et si elle ne respire pas, ça sera la réanimation cardio-pulmonaire, donc les compressions thoraciques, les insufflations, et bien sûr, le plus rapidement possible, et si c'est possible, la mise en place d'un défibrillateur. Ok. Si la personne, si l'enfant il a encore de l'eau dans les poumons, en fait, on ne sait pas trop. Est-ce qu'on essaie d'évacuer ça s'il n'a pas le réflexe de l'évacuer? La cause principale, c'est le manque d'oxygène. Et puis, encore une fois, c'est les idées reçues qu'on a par le biais des films et des séries, c'est que c'est compliqué de faire évacuer l'eau qui est dans le poumon, et puis c'est même pas notre priorité. Notre priorité, c'est l'oxygénation et la compression thoracique en cas d'arrêt cardio-respiratoire, bien entendu. Si la victime est consciente, bien sûr qu'il peut y avoir. L'objectif, c'était de casser un peu ce mythe, parce que dans les films, en effet, on voit la personne, une grande gerbe d'eau, et puis après, oui, puis elle reprend connaissance, tu vois. Mais... elle reprend connaissance, et puis en général, ils sont là, etc. En fait, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe dans la réalité. Voilà. Je dirais surtout, moi, je dirais surtout ce qu'il ne faut pas faire, c'est si la victime est consciente, c'est déjà pas tenter de la faire vomir. Ouais. D'accord. Ça, c'est revenir à ce que tu dis. On l'a inhalé, donc on a tout le monde. Faire vomir, finalement, ça va être contre-productif, ça sert à rien, quoi. Suspendre la victime tête en bas pour la sortir de l'eau, ça aussi, ça n'amène à rien. Appuyer sur l'abdomen,
donner à boire ou se mettre en danger, ça je rappelle pour aller chercher une victime. Ouais. L'eau dans les poumons ne s'évacue pas comme ça. Par contre, ça retarde la réanimation peut-être, de tenter de faire sortir l'eau des poumons. D'accord. Donc on ne prend pas l'enfant par les pieds en faisant comme ça, en se disant que ça va couler. Non, on revient quand même à des basiques. On revient à des basiques, et ceux qui ont déjà suivi une fois dans la ligne de formation secouriste, ça ils vont le comprendre. C'est évaluer la victime tout de suite pour savoir justement rapidement qu'est-ce qu'il va y avoir à faire sur la victime. Et c'est ce qu'on va raconter finalement dans le message, parce que si on ne sait pas quoi faire finalement, ce qu'on est en train d'analyser, on va le raconter au téléphone. Et la personne, elle, qui est au téléphone, elle a des connaissances. Donc, par rapport à l'image qu'on lui donne, elle va pouvoir finalement nous filer des techniques. C'est-à-dire qu'on peut complètement être pas connaisseur, avoir aucune connaissance sur place avec les victimes, et par le biais de ce qu'on va raconter au téléphone dans notre message, en fait, quand même pouvoir amener des gestes hyper adaptés, quoi, qui vont augmenter considérablement les chances de survie de la victime. Alors on allait justement enchaîner sur la partie pour éviter que le pire arrive. Qu'est-ce qu'on peut faire en termes de prévention, en termes de formation, pour éviter d'être confronté justement à ces problèmes-là? Prévention et formation, c'est ce que tu viens de dire. Ouais. Bon, c'est vrai qu'on est encore sur des stats où moins de 40% de la population française est formée au secourisme. Donc déjà ça, tu vois, ça ça en est pas bon, clairement, quoi. Hein. Donc on a encore nous ces réflexes d'être exposés finalement à des dangers et sans être capable finalement de traiter quand on devient une victime. Hein. Donc face au risque de noyade, finalement la meilleure prise en charge reste l'anticipation. Beaucoup de noyades sont évitables grâce à la prévention et la formation. La sensibilisation, même aujourd'hui, comme dans les versions dématérialisées, comme on est en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire que même si on n'a pas encore suivi une formation physique, on peut déjà prendre des informations importantes. Hein. Oui. Mais la surveillance, c'est le premier point. Surveillance, tu vois, je reviens toujours, moi, à cette piscine privée, quoi, parce qu'il n'y a rien qui est mis en place par des secouristes externes qu'on peut voir au bord de l'océan, par exemple. C'est une surveillance active, un référent, un adulte référent qui est toujours à l'extérieur et qui regarde finalement dans la piscine. Okay. Rester à portée de bras toujours des jeunes enfants, ne jamais laisser un enfant seul près de l'eau. Faut éviter les distractions, hein, téléphone, lecture, repas, discussion prolongée. C'est facile à dire encore une fois, mais je veux dire des fois pris par la soirée qu'on est en train de vivre avec ses amis, pris dans l'événement. C'est pour ça que tout à l'heure j'insistais sur le fait que c'est difficile de s'engager à être vigilant tout le temps, quoi. Donc pour moi, désigner un référent, c'est aussi une bonne démarche, quoi. Et après, à la plage, quand il y a un groupe de parents avec beaucoup d'enfants, etc., ou même au domicile, c'est qu'il y ait un adulte qui soit désigné, parce qu'en fait, quand tout le monde surveille, personne ne surveille. Enfin, on compte toujours sur l'autre pour qu'il puisse regarder. Et puis, il suffit d'un moment où personne ne surveille pour qu'il y ait un souci. Donc, identifier qu'il y ait un adulte qui soit nommé pour surveiller l'enfant ou les enfants, ça aide aussi, parce que penser tout le monde, c'est personne, et c'est très bien de le rappeler. Ouais. Après, on a des outils aussi pour sécuriser. Alors, faut pas compter 100% là-dessus, hein. Mais les outils pour sécuriser les piscines, hein, tu as le dispositif de sécurité réglementaire, les barrières, les alarmes, les abris sécurisés, les bâches courantes rigides aussi. Faut vider la piscine pour éviter de stimuler les enfants aussi, donc retirer les jouets flottants pour éviter qu'ils se mangent pas à les chercher, et puis fermer les accès à la piscine si possible, hein, encore une fois. Hein. Là, on est sur des secteurs plutôt privés. Après, en milieu naturel, bon, c'est plus compliqué, hein, on va pas mettre des barrières, mais faut se baigner dans les zones surveillées si elles existent. Quand on a des panneaux sur les plans d'eau, les lacs ou les rivières où il y a marqué zone interdite à la baignade, en fait, c'est pas pour rien. Hein. C'est qu'en fait, ils ont évolué sur. On ne sait pas, hein, parce que souvent, ils ne précisent pas le danger, quoi. Mais on sait que potentiellement, si c'est interdit, c'est qu'il y a un danger. On va éviter d'y aller. Respecter les drapeaux de baignade dans les zones surveillées, se méfier des courants, des baïnes et des vagues, comme on l'a dit tout à l'heure. Ne pas surestimer ses capacités. Ça, c'est hyper important. Éviter les baignades seules. La météo, température de l'eau, et puis après c'est aussi pareil, c'est les enfants en bas âge, c'est les outils de flottaison, gilet, brassard,
Donc, oui, voilà, c'est important. Et là, je reviens encore une fois au domicile, pour éviter justement les noyades de domicile, ne jamais laisser un bébé seul dans la baignoire, par exemple. Vider la baignoire, les bassines, les seaux, les pataugeoires après usage quand on n'en a plus besoin. Il faut sécuriser les spas, les bassins décoratifs, les bacs de récupération d'eau aussi. Et fermer l'accès au point d'eau, tout simplement. Je rappelle que quelques centimètres d'eau suffisent pour se noyer. Ouais. Mais il y a un truc qu'on fait très bien en tant que parent aussi, c'est que voilà, je ne sais pas si tu allais venir là-dessus, c'est qu'on les sensibilise normalement. Quand on a nous identifié les dangers dans les maisons, dès petits, en fait, on les sensibilise. Mais il est important de savoir que une piscine, pour moi, c'est comme un escalier. C'est-à-dire que l'enfant, il a toujours connu ça à la maison. Depuis tout petit, on lui dit que c'est un endroit dangereux. Donc, en fait, c'est un endroit qu'il va maîtriser en général. D'accord ? Et souvent, l'accident arrive pris par le jeu. Parce que l'enfant, pris par le jeu, en fait, il oublie le danger. Donc, c'est là qu'il va tomber dans l'escalier, c'est là qu'il va tomber dans la piscine, c'est là qu'il va toucher le poêle qui est chaud. Tu vois, le poêle à bois qui est chaud, alors qu'il sait très bien qu'il est chaud. Il est pris par le jeu, en fait, il va l'oublier dans l'environnement. Donc, c'est la raison pour laquelle, tu vois, spontanément, un peu, dès qu'on a des enfants, on met des barrières en haut et en bas des escaliers. On met une barrière autour d'un poêle à bois. On met une barrière où on met une protection autour ou sur sa piscine. Donc, tu vois, on a quand même ce sens de la logique quand on a identifié un danger. Hein. Mais ça n'empêche que l'enfant, il faut continuer à le sensibiliser, à apprendre très tôt à respecter les consignes de sécurité, à pas courir près d'un bassin. Ça, on lui dit souvent déjà quand il va à la piscine avec l'école. À appeler à l'aide, si besoin, ou s'il voit que quelqu'un a de l'aide, même si c'est un adulte, éventuellement. Ne pas pousser un camarade ou un copain, un ami, un frère. Et apprendre à nager, parce que en fait, dès le plus jeune âge, voilà, les bébés nageurs, apprendre à développer donc les bébés nageurs jusqu'à 3 ans, les anses aquatiques de 4 à 6 ans pour apprendre à flotter, déjà, parce que si on a un souci. Ça, je me l'étais vraiment gardé par la fin parce que, si tu veux, moi, c'est vraiment ça, c'est l'axe. Non, mais c'est pas grave. C'est bien que tu dises. Pour moi, c'est l'axe majeur de la prévention des noyades. S'il y a un truc vraiment qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que même si on n'est pas un grand nageur, savoir se déplacer dans l'eau, savoir flotter, savoir respirer dans l'eau, savoir rejoindre un bord, gérer une chute accidentelle dans l'eau. Enfin, tu vois, c'est des trucs qui sont essentiels. Alors autant on parle à chaque fois des enfants, mais chez les adultes aussi. Si on allait chercher les stats peut-être des adultes qui savent nager, on serait peut-être un peu surpris aussi. Hein. L'aisance aquatique diminue fortement quand même le risque de noyade. Et puis il y a des âges, en fait, il y a des âges auxquels on apprend aux enfants à nager, auxquels ils apprennent à nager. Mais parfois, à l'adolescence, un enfant qui sait mal nager ou qui ne sait pas nager, c'est pas grave. En fait, il est jeune, il est adolescent, mais c'est pas grave. Il peut apprendre à nager à cet âge-là. Parce que la noyade peut arriver n'importe quand, il reste mineur, et lui, il sera encore moins surveillé qu'à ce que il a 13-14 ans et on ne fait pas attention à ça. Donc, apprenez que les enfants apprennent à nager. Parfois, ces éléments-là sont financés par les municipalités. Parfois, en effet, il faut dépenser un peu d'argent pour avoir quelques cours, mais c'est quelque chose d'essentiel que l'enfant soit capable lui-même de gérer cette situation pour l'avoir appris. Voilà. Ouais, complètement. Et derrière, très tôt, c'est former au geste de secours. Quoi. Voilà. C'est ce qu'on sait pas faire en général, et je pense que c'est pour ça qu'on n'est pas assez de personnes formées. Ce qu'on ne sait pas faire en fait, c'est avoir évalué le danger, voir à quoi je suis exposé et voir si j'ai l'outil ou la formation pour pouvoir subvenir à l'accident que ça pourrait engendrer. Tu vois, mon piscine égale risque de noyade, noyade égale risque de te trouver face à une victime qui en a un arrêt cardio-respiratoire. Est-ce que je sais gérer la réanimation cardio-pulmonaire, tu vois? Si je ne sais pas faire, je vais les former. C'est-à-dire que théoriquement, 100% des personnes qui ont des piscines chez eux devraient être formées. Enfin, tu vois, c'est logique. C'est la logique qui suit cette prévention, hein. Parce que tu apprends des compétences clés, sécuriser une zone, ce qu'on vient de se raconter, ça, tu apprends à le faire. Alerter les secours, tu apprends. Sortir une victime sans danger,
Ça aussi, parce que alors aller chercher quelqu'un qui se noie, c'est dans le geste technique en lui-même, il faut l'avoir appris, hein. Reconnaître une détresse respiratoire, mettre en PLS, pratiquer une réanimation pulmonaire et utiliser un défibrillateur. Enfin, on revient vraiment à des fondamentaux qui vont clairement augmenter l'espérance de vie d'une victime. Là, on est sur un type de victime qui va avoir une carence du cerveau en oxygène. Voilà. On devait discuter aujourd'hui avec les spécialistes de la médecine du cerveau. Ils te disent, dès la première minute, le cerveau sans oxygène, c'est des séquelles. Au bout de la 4e minute, c'est des séquelles irréversibles. 4 minutes, ça va très vite. Hein. Et puis, si nous tous, là, on devait faire des concours d'apnée, qui ne sommes pas expérimentés, au calme, hein, je te parle. Hein. Ouais. Tenir une minute, déjà, c'est pas facile. Mais si en plus tu es en train de t'affoler, de stresser, avec le cœur qui s'emballe, la minute que tu tiens d'habitude au repos, ça va se convertir en combien de temps? Tu vois? Donc, ça va aller hyper vite, ça va aller faire vite. 5 réflexes prévention de noyade. Moi, j'avais noté, je surveille activement. Je sécurise l'accès à l'eau. 2. 3, j'apprends à nager tôt, le plus tôt possible. 4, je respecte les zones et les consignes de baignade. Et 5, je me forme aux gestes de secours. Voilà. Pour moi, c'est vraiment le message essentiel à retenir sur la prévention des noyades. Et puis après, rappeler que la noyade, c'est un accident, pour conclure, rapide, silencieux et potentiellement mortel, qui peut survenir partout, piscine, mer, rivière, lac, etc. Tout ce qu'on s'est raconté, hein, et même quelques centimètres. Elle touche particulièrement les enfants, souvent, encore une fois, un défaut de surveillance, hein, d'une méconnaissance du danger ou d'un manque de prévention. Et pourtant, la majorité des noyades, en fait, peut être évitées grâce aux piliers dont on a parlé, hein. Vigilance, prévention, formation. Donc, surveiller activement permet clairement de sécuriser l'endroit. Hein. Voilà, quoi. C'est un peu le bilan que je ferais de notre échange. Très bien. Bien, merci, nous arrivons à la fin. Merci Florent pour toutes ces informations. Et puis je te dis à très bientôt. Et puis prenez tous soin de vous. Merci à vous. Salut. Harmonie mutuelle. Avançons collectif.